Bonjour ou bonsoir, mes sexophiles. Pourquoi j'ai mis ton au lit? D'emblée, je ne peux m'empêcher de penser à la scène iconique de When Harry Met Sally. Vous savez, cette fameuse scène où Meg Ryan simule un orgasme au restaurant devant Billy Crystal éberlué pour lui prouver qu'il est facile de berner un homme au lit. Alors, pour les besoins de la cause, j'ai décidé de m'imposer ce même exercice, et ce surtout pour des raisons purement égoïstes, histoire de ne pas bouder mon plaisir, et puisqu'il est facile de berner son cerveau, et donc, dans ce cas-ci, de lui faire croire que l'orgasme qu'on vient de simuler est en fait possiblement un vrai orgasme. Ici, déjà, certains d'entre vous auraient peut-être déjà entendu une partie de la réponse, à savoir pourquoi gémissons-nous au lit. Alors voilà, je me lance. Oui. Oh mon Dieu! Oh oui! Oh oui! Ah, 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 wow. Oh, wow. Oh oui. Oh, merci. Merci. Ouf. Voilà. J'ai bel et bien eu l'impression que j'ai berné mon cerveau. J'ai bel et bien eu l'impression d'avoir un orgasme. Petite anecdote en passant. Autre façon d'avoir un orgasme sans avoir un orgasme. Paraît-il que lorsqu'on éternue, on a des petits orgasmes, des petites morts, quoi. Oui, c'est l'accélération du vent qui passe par nos sinus et notre nez, qui crée des espèces de synapses folles qui s'agitent au cerveau et qui ressemblent un peu à un petit orgasme. Alors, c'est une façon de voir la saison des allergies, non? Donc, voilà que le côté divertissement et plaisir a été fait, et bien fait, j'espère. Passons maintenant aux choses un peu plus sérieuses et plongeons dans la science de tout ça. Pourquoi gémissons-nous au lit? Une première observation de Maya Mazorette, autrice chroniqueuse française. La sexualité étant privée, elle ne devrait ni se dire ni s'entendre. Cependant, comme le montrent les innombrables anecdotes mettant en scène nos voisins sopranos, la loi du silence a pris du plomb dans l'aile. Rendre sa sexualité publique, du moins la sous-entendre, constitue une manière de s'auto-promouvoir. Elle poursuit. L'individu a intérêt à faire déborder le son. Non seulement faire savoir qu'il couche, comme preuve de bonne intégration sociale, mais aussi faire savoir qu'il est désirable et performant. Sinon, où trouverait-il ses partenaires sexuels et comment les rendrait-il à leur tour si bruyants? Les craquements de literie appartiennent au même registre que la photo Instagram après sexe, l'afterglow, ou le commentaire satisfait sur Facebook. Une bonne sexualité fait partie de notre image de marque. Et pourquoi pas bientôt de notre CV? Et vous, mes sexophiles, selon vous, pourquoi faites ou ne faites-vous pas du bruit quand vous vous envoyez en l'air? Christopher Ryan et Cacilda Jetta, auteurs de Au commencement était le sexe, voient dans la vocalisation copulatoire féminine une énigme majeure. Pourquoi la femelle de notre espèce prend-elle le risque d'attirer toute cette attention? Dans leur ouvrage qui explore très largement monogamie, patriarcat, guerre des sexes, ils racontent notamment que le Kama Sutra contenait déjà des conseils en la matière, l'écrit étant envisagé comme une technique érotique. On y lit:
Pour la majeure partie des gémissements, elle peut utiliser selon son imagination les cris de la colombe, du coucou, du pigeon vert, du perroquet, de l'abeille, du rossignol, de l'oie, du canard et de la perdrix. Bienvenue au zoo! Des vocalises qui font monter l'excitation et augmentent la jouissance. Il est peut-être temps d'en finir avec cette idée de sélection utilitariste première, estime pour sa part le psychiatre, anthropologue et sexologue Philippe Breneau, directeur des enseignements de sexologie à l'Université de Paris, co-auteur de Pourquoi c'est si compliqué l'amour et de L'incroyable histoire du sexe en bande dessinée. Chez les humains, il n'y a plus de sélection de compétition de tous les mâles envers toutes les femelles. Il souligne le caractère toujours complexe de la rencontre humaine et amoureuse et la tradition silencieuse de la sexualité. En résumé, dans la tradition, on ne parle pas l'amour, on le fait. Pourtant, les vocalises pendant l'amour sont des signaux utiles, notamment à la montée de l'excitation, à sa poursuite, et même entretiennent le sentiment amoureux, juge-t-il. On devrait donc apprendre à s'exprimer, propose encore notre expert, par ces cris qui sont libérateurs de l'énergie orgasmique, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, peu éduqués à l'expression de leurs émotions, alors qu'ils reconnaissent volontiers que les bruits de leurs partenaires augmentent le plaisir. Une idée que deux chercheuses en psychologie britanniques, Gail Brewer et Colin Hendry, ont vérifié il n'y a qu'une dizaine d'années auprès de 71 femmes âgées de 18 à 48 ans. 66% disaient vocaliser pour accélérer la montée vers l'orgasme de leur partenaire, 87% pour améliorer sa confiance en lui. Autrement dit, pour manipuler le comportement du mâle à leur avantage, traduisent-elles. Si les femmes crient davantage, avance enfin Philippe Breneau, c'est peut-être tout simplement aussi qu'elles ont d'abord été surprises par une jouissance qui est longtemps restée un tabou, voire un secret. Oh, non, oui. Alors, que disent nos râles cris d'amour? Pour François Paréa, maître de conférences en sciences de langage à l'Université Paul-Valéry Montpellier, répond dans son livre « Le dire et le jouir, ce qu'on se dit au lit ». Souvent, le silence s'impose quand les émotions se font trop intenses. Les mots cèdent aux gémissements, aux râles et aux cris qui semblent mieux traduire le plaisir. Parfois, pourtant, quelques mots surgissent, des « ah », des « oh », des « oh non », des « ah oui ». Parfois, des insultes fusent, des putains, des salopes, des chiennes, proférées par les hommes. Des jurons sont exprimés, des merdes, des fuck, des oh my god énoncés le plus souvent par les femmes. C'est qu'au lit, le langage n'est pas le même entre les hommes et les femmes. Tout comme dans ces moments intimes, ce sont les femmes qui se montrent bavardes. Elles vocalisent et parlent entre 2 et 8 fois plus que leurs partenaires. Parfois aussi, des encouragements s'élèvent, des « vas-y »,« continue mon lapin » ou des ordres, des « mets-toi là »,« aval ». Et comme l'explique François Paréa, ces sons et ces mots ne sont pas anodins. Pour la suite des explications, quelques questions à François Paréa en entrevue, ça donne ça. Il y a des différences vocales et verbales entre les partenaires normaux et les professionnels du sexe? Ah, la normalité. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous voulez savoir s'il y a des différences entre les ébats ordinaires et ceux de fiction? Ces derniers doivent s'inspirer de l'ordinaire pour être crédibles. C'est un peu le même principe que lorsque l'on voit une personne souffrir dans un reportage et qu'il y a un gros plan. On est davantage interpellé par sa peine.
Il y a des différences entre les femmes et les hommes et que notamment celles-ci sont plus bavardes que les hommes. C'est une mise en scène. En fait, la femme est souvent mise en scène dans une position de ressenti et l'homme, dans les scènes hétérosexuelles, dans une position d'action. Le ressenti sonore féminin est exagéré pour mettre en scène la jouissance. Mais c'est plus le rôle dans l'action que le genre qui détermine ces différences. On l'observe dans les relations homosexuelles. Dans les scènes où il y a un pénétrant et un pénétré, c'est le second, le pénétré, qui manifeste les formes vocales et verbales du ressenti de manière massive, alors que le premier manifeste les formes de l'effort musculaire et notamment des souffles sonores. En fait, tout cela est relatif et c'est ici aussi une vision d'une mise en scène. La place du dirty talk, des insultes, des sacres et des jurons participe à l'affichage d'une scène langagière à part, exclusive, hors du quotidien. Ces formes sont toujours déconnectées de la réalité. Grosse cochonne n'a aucun rapport avec la corpulence de la partenaire, par exemple. Les jurons sont des classiques de l'expression émotionnelle. Songez à ce que vous dites lorsque vous vous tapez les doigts avec un marteau. Il est donc normal de les retrouver dans un tel contexte. Les insultes sont rares, en fait. Elles sont rituelles et affectives, comme on peut dire à un ami qu'il est bête pour manifester la proximité. Elles peuvent aussi avoir un rôle de coordination. « T'aimes ça, mon cochon? » C'est une manière de s'enquérir de l'intérêt de continuer telle ou telle caresse, par exemple. Alors voilà, mes sexophiles, en vous souhaitant des belles jouissances, plein de gémissements et de paroles colorées. En parlant de paroles, la citation. Le gémissement est un cri plaintif que poussent les hommes quand ils souffrent et les femmes quand elles ont du plaisir. Georges Armand Masson.